Ma fille s'est mariée un samedi de juin, et depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais appelé. Le dernier coup de fil remonte à 18 mois maintenant. Vous trouvez ça normal, vous? Moi qui ai passé 43 ans à l'élever seul après la mort de ma femme, qui ai séché ses larmes quand elle tombait de vélo, qui l'ai accompagnée à tous ses concerts de flûte au conservatoire de Quimper. Aujourd'hui, plus rien. Le silence total. Avant de vous raconter comment j'ai découvert la vérité derrière ce silence, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Je m'appelle André Garnier, j'ai 78 ans et j'habite Plouzané, un petit village du Finistère où j'ai enseigné pendant 42 ans. Ma maison sent encore la craie et les cahiers d'écolier, même si ça fait 13 ans que j'ai pris ma retraite. Les murs de mon salon sont couverts de cartes postales que mes anciens élèves m'envoient encore. Monsieur André, je me marie. Monsieur André, je viens d'avoir mon diplôme d'infirmière. Ces gamins-là, devenus adultes, pensent encore à leur vieux maître d'école. Mais ma propre fille, elle, enfin vous allez comprendre. Élise, c'est mon unique enfant. Ma fierté, ma joie, ma raison de vivre depuis qu'elle est née en 1974. Sa mère, Marguerite, nous a quittés quand Élise avait 6 ans. Un cancer foudroyant qui ne nous a laissé aucune chance. Je me suis retrouvé seul avec cette petite fille aux yeux verts qui me demandait tous les soirs « Papa, pourquoi maman ne revient pas ?» J'ai appris à faire des nattes, à préparer des tartines en forme d'étoile, à chanter des berceuses avec ma voix d'homme qui craquait d'émotion. Élise a grandi dans cette maison, entre les devoirs sur la table de la cuisine et mes corrections du soir. Elle m'accompagnait à l'école pendant les vacances, elle connaissait tous mes collègues par cœur. Madame Jeanne, la directrice, disait toujours « Cette petite, elle a les mêmes yeux que son père quand il explique une leçon. Elle sera institutrice, ça c'est sûr. » Et elle avait raison. Élise est devenue professeure des écoles à Rennes. 49 ans aujourd'hui, toujours cette passion pour les enfants que je lui ai transmise. Pendant des années, on s'appelait tous les jours. Tous les jours. Elle me racontait ses élèves. « Papa, tu te souviens de Kevin, celui qui n'arrivait pas à lire en CE1 ? Eh bien, figure-toi qu'il vient de décrocher son CAP mécanique. » Je la trouvais inquiète parfois quand un de ses gamins avait des problèmes à la maison. « Papa, que tu ferais avec un enfant qui arrive en classe sans avoir mangé ? » Et moi, avec mes 40 ans d'expérience, je lui donnais mes petits trucs. « Tu gardes toujours des gâteaux secs dans ton bureau, ma grande, et tu ne poses pas de questions. Tu lui en donnes. Point final. » Les dimanches, elle venait déjeuner à la maison avec son petit Léo. Mon petit-fils, 20 ans maintenant, étudiant en médecine à Brest. Un gamin en or, ce Léo. Il passe encore tous ses week-ends chez moi, même maintenant que sa mère... Enfin, vous allez voir. Mais lui, au moins, il n'a pas oublié son vieux papy. Vers 2020, Élise a commencé à me parler d'Hervé. Hervé Le Gall, 52 ans, principal du collège où elle enseigne. Papa, c'est un homme sérieux, cultivé, il a voyagé. Au téléphone, sa voix changeait quand elle prononçait son nom. Une voix de femme amoureuse, ça ne trompe pas. Moi, j'étais content pour elle. À 47 ans, ma fille avait enfin trouvé quelqu'un. Le père de Léo, c'était de l'histoire ancienne, une relation de jeunesse qui n'avait pas duré. J'ai rencontré Hervé pour la première fois à Pâques 2021. Un homme élégant, bien élevé, qui vous serrait la main en regardant droit dans les yeux. Il m'a dit « Monsieur Garnier, votre fille me parle souvent de vous. Elle vous admire beaucoup. » J'ai été touché. On a parlé éducation, pédagogie. Il connaissait son métier, ça c'est sûr. Un peu distant peut-être, mais ma fille rayonnait à côté de lui, c'était le principal. Au fil des mois, j'ai remarqué qu'Élise m'appelait un peu moins. Avant, c'était tous les jours vers 19h30, après son travail. Puis ça a été tous les 2 jours. Puis 3 fois par semaine. Papa, on va au théâtre avec Hervé. Papa, on part en week-end à Saint-Malo. Papa, Hervé m'emmène visiter les châteaux de la Loire. Je me disais, c'est normal, elle refait sa vie. C'est même très bien.
Une femme de 48 ans a le droit d'être heureuse. En janvier 2023, elle m'a annoncé leur fiançailles. Papa, Hervé m'a demandé en mariage. On va se marier en juin, pas trop grand, juste la famille et les amis proches. Tu seras là pour me conduire à l'hôtel? J'ai pleuré au téléphone. Pleuré de joie, bien sûr, mais aussi d'émotion. Ma petite fille allait se marier. Celle qui me disait à 8 ans, « Papa, quand je serai grande, je me marierai avec toi. » Le temps avait passé si vite, les préparatifs ont duré 6 mois. Élise m'appelait pour me tenir au courant. « Papa, on a trouvé la salle, c'est au manoir de Kerdréan, près de Rennes. C'est magnifique, tu vas voir. » « Papa, j'ai trouvé ma robe, elle ressemble un peu à celle de maman sur les photos. » À chaque coup de fil, j'entendais Hervé en arrière-plan qui lui parlait. « Élise, n'oublie pas qu'on dîne chez mes parents ce soir. » Élise, le traiteur a téléphoné. Il organisait, il gérait. Un homme d'ordre, comme il faut. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre vers le mois d'avril. Quand j'appelais ma fille, elle ne décrochait plus toujours. « Papa, excuse-moi, j'étais avec Hervé, on préparait la liste des invités. » Ou alors, « Papa, j'étais chez les beaux-parents, on discutait des alliances. » Toujours une bonne raison, toujours logique. Mais moi, son père, je sentais bien qu'il y avait autre chose. Un soir de mai, j'ai téléphoné comme d'habitude. Élise a décroché, mais j'entendais Hervé qui parlait fort derrière. « Tu ne peux pas dire qu'on se rappellera demain. On a le rendez-vous chez le notaire pour l'appartement. » Ma fille a raccourci la conversation. « Papa, Hervé a raison. On se rappelle demain, d'accord ?» Elle n'avait jamais fait ça avant. Jamais. Le mariage a eu lieu le 17 juin 2023. Un samedi pluvieux, typiquement breton. Le matin, je me suis levé à 6 heures pour cirer mes chaussures et repasser mon costume. Le même que j'avais porté pour l'enterrement de Marguerite, mais c'était le plus beau que j'avais. Léo est venu me chercher avec sa petite Citroën. « Papy, tu es beau comme un prince. Maman va être fière de toi. » Dans sa voiture, on a écouté de la musique bretonne, comme quand on allait en balade les dimanches quand il était petit. Arrivé au manoir de Kerdréan, j'ai vu ma fille pour la première fois dans sa robe de mariée. Elle était, comment dire, éblouissante. Ses cheveux châtains relevés en chignon, cette robe blanche qui lui allait si bien, et ce sourire. Le même sourire qu'à sa première communion, le même qu'à son diplôme d'institutrice. Je me suis approché d'elle et j'ai murmuré « Maman te voit d'en haut, ma grande. Elle est fière de sa fille. » Élise a fondu en larmes et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai senti son parfum, le même que portait sa mère, Chanel Ndero 5. La cérémonie s'est bien passée. J'ai marché avec elle jusqu'à l'hôtel, la gorge serrée, le cœur battant. Quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », j'ai vu Hervé qui souriait, très digne, très correct. Il a embrassé ma fille avec respect, pas comme un jeune homme fou amoureux, plutôt comme un homme qui venait de signer un contrat important. Mais bon, à 52 ans, on n'embrasse peut-être plus comme à 20 ans. Le repas s'est déroulé sous un chapiteau, malgré la pluie. J'étais assis à la table d'honneur, entre Léo et Madame Jeanne, ma ancienne collègue qui avait fait le déplacement spécialement pour l'occasion. « André, disait-elle, vous pouvez être fier. Votre Élise, c'est une perle. Et regardez-moi ce Léo, futur médecin. Vous avez bien élevé cette famille. » Ça me réchauffait le cœur. Vers 22 heures, l'orchestre a commencé. La première danse, c'était pour les mariés. Puis le DJ a appelé « Mesdames et messieurs, la danse du père avec la mariée ». J'ai pris la main de ma fille et on a dansé sur « La vie en rose » d'Édith Piaf, la chanson préférée de sa mère. Élise chantonnait dans mon oreille, comme quand elle était petite et qu'on dansait dans le salon les soirs d'hiver. « Papa, merci pour tout, merci d'avoir été un père et une mère à la fois. » J'ai pleuré doucement, je l'avoue. Des larmes de bonheur et de nostalgie mélangées. À la fin de la soirée, vers 1 heure du matin, les invités commençaient à partir. J'ai retrouvé Élise près du vestiaire. Elle avait changé sa robe contre un petit tailleur bleu pour partir en voyage de noces le lendemain. « Papa, c'était parfait. Merci d'être là, merci pour tout. » Je l'ai serrée contre moi,
Sois heureuse, ma grande, tu le mérites, et n'oublie pas ton vieux père, hein ?» Elle a ri, comme si c'était possible. Hervé s'est approché, a serré ma main. « Merci André pour cette belle fête, on se voit bientôt. » Et ils sont partis dans leur voiture décorée de fleurs et de rubans. Léo m'a raccompagné à Plouzané. Dans la voiture, il m'a dit « Papy, tu es content ?» Maman avait l'air heureuse. J'ai répondu « Oui mon grand, très content. » Mais au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite boule dans l'estomac, comme un pressentiment. Le dimanche soir, de retour de leur première nuit à l'hôtel de Dinard, je me suis dit « Elle va m'appeler pour me raconter sa journée. » C'était notre habitude. Après chaque événement important, un spectacle de l'école, un week-end quelque part, même un simple film au cinéma, elle me téléphonait pour me faire partager, mais le téléphone n'a pas sonné, le lundi non plus, ni le mardi. Je me suis dit, ils sont en voyage de noces en Italie, c'est normal, ils visitent, ils profitent. Une semaine plus tard, toujours rien. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai composé son numéro. Ça sonnait, puis messagerie. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Élise. Laissez-moi un message. » Sa voix joyeuse, insouciante. J'ai laissé un message simple. « Ma grande, c'est papa. J'espère que le voyage se passe bien. Rappelle-moi quand tu peux. Je pense à toi. » J'ai raccroché et j'ai attendu. Rien. 3 jours plus tard, nouveau message. « Élise, c'est encore papa. Je ne m'inquiète pas, hein. Je sais que vous profitez. Juste un petit signe pour savoir que tout va bien. » Toujours rien. 15 jours après le mariage, ils sont rentrés d'Italie. Léo m'a dit qu'il avait eu sa mère au téléphone, qu'elle était bronzée et heureuse. « Papy, elle m'a demandé de tes nouvelles. Elle va t'appeler cette semaine. » Cette semaine-là est passée sans un coup de fil. Puis les semaines ont commencé à s'enchaîner. Juillet, août, septembre. J'appelais tous les 15 jours, laissais mes petits messages. « Ma grande, c'est papa. Les hortensias du jardin sont magnifiques cette année. Tu devrais voir ça. Rappelle-moi. » Ou bien « Élise, j'ai eu des nouvelles de Madame Jeanne. Elle te dit bonjour. J'attends ton appel. » Toujours la même conclusion. « Je pense à toi, ma grande. » Au début, je trouvais des excuses. Ils s'installent dans leur nouvelle vie. Hervé a peut-être des exigences. Les hommes n'aiment pas toujours que leur femme passe son temps au téléphone avec la famille. C'est compréhensible. Mais bon sang, on n'était quand même pas n'importe qui. J'étais son père, celui qui l'avait élevé seul pendant 40 ans. En octobre, j'ai craqué. J'ai téléphoné un soir vers 19h, l'heure où elle rentrait toujours de l'école autrefois. Pour une fois, elle a décroché. « Allô ? Ma grande. Enfin, c'est papa. »« Oh, papa. Salut. Ça fait des mois que j'essaie de te joindre. Comment ça va ? Comment s'est passé le voyage et la rentrée des classes ? Écoute, papa. Là, on était en train de dîner avec Hervé. On peut se rappeler plus tard. »« Bien sûr, ma chérie. À quelle heure ? » Je ne sais pas. Cette semaine, on est très pris. Je te rappellerai. »« D'accord, mais... Papa, il faut que j'y aille. À bientôt. » Clic. Elle avait raccroché. « À bientôt. » Ça faisait 4 mois qu'on ne s'était pas parlé, et elle me disait « à bientôt », comme si on s'était vu la veille. J'ai regardé le téléphone dans ma main, et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ce n'était pas ma fille qui venait de me parler. C'était une étrangère polie qui voulait se débarrasser d'un importun. Elle ne m'a jamais rappelé. Novembre, décembre, janvier 2024. Les mois passaient, et le silence s'épaississait. J'ai continué à laisser mes messages, un peu moins souvent, de plus en plus courts. « Élise, c'est papa. J'espère que tout va bien. Je pense à toi. » Point final. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre ? Heureusement, il y avait Léo. Mon petit-fils continuait ses visites dominicales, fidèle au poste. Il prenait le car de Brest tous les vendredis soirs après ses cours, arrivait pour le dîner avec son sac de linge sale et ses livres de médecine. On passait le week-end ensemble, comme avant. Le samedi, on faisait les courses au marché de Plouzané. Le dimanche, on se promenait sur la côte de Berthaume. Lui, au moins, il n'avait pas oublié son grand-père. Mais je voyais bien qu'il se posait des questions. Parfois, en rentrant de Rennes, où il avait vu sa mère, il me regardait bizarrement. « Papy, ça va ?
Tu as l'air fatigué. Je répondais, non, non, ça va très bien mon grand. Mais ça n'allait pas très bien. Comment ça pouvait aller bien quand votre fille unique vous rayait de sa vie du jour au lendemain sans explication? Un soir de février, Léo est arrivé plus tôt que d'habitude. J'étais dans le salon, assis dans mon fauteuil en cuir, celui où je corrigeais mes copies pendant toutes ces années. Sur mes genoux, j'avais une vieille boîte à chaussures que je n'avais pas ouverte depuis le mariage. Une boîte remplie de lettres, de dessins, de petits mots que ma fille m'avait écrits entre ses 8 et 18 ans. « Papa, tu es mon héros », disait une lettre de CE2, écrite avec cette écriture appliquée des enfants qui apprennent. « Je t'aime jusqu'à la lune et retour », proclamait un dessin de CM1 où elle nous avait représentés tous les deux, main dans la main, sous un soleil jaune énorme. « Quand je serai grande, je t'appellerai tous les jours pour prendre de tes nouvelles », promettait une carte de fête des pères de ses 14 ans. Tous les jours. Elle avait promis de m'appeler tous les jours. Léo m'a trouvé comme ça, la boîte ouverte, une lettre à la main, les yeux humides. Il s'est assis sur le canapé en face de moi et m'a demandé doucement « Papy, pourquoi tu ne dis rien ?» J'ai levé les yeux vers lui. Ce garçon de 20 ans, avec ses yeux verts identiques à ceux de sa mère et de sa grand-mère, me regardait avec une tendresse inquiète. « Dire quoi, mon grand ?»« Mais papy, ça fait des mois que maman ne te donne plus de nouvelles. Moi je la vois, elle va bien, elle travaille, elle sourit. Mais toi tu dépéris, elle ne se rend pas compte? Si elle ne veut plus de moi, je ne vais pas la forcer, Léo. » Mon petit-fils s'est levé d'un bond. « Mais enfin, papy, tu es son père. Elle t'aime. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. » Je l'ai regardé remettre tendrement une lettre dans la boîte. Peut-être que son mari préfère qu'elle coupe les ponts avec le passé. Peut-être qu'à 49 ans, elle n'a plus besoin de son vieux père. C'est dans l'ordre des choses, Léo. Les enfants grandissent, ils partent, ils refont leur vie. N'importe quoi a explosé mon petit-fils. Maman n'est pas comme ça, je vais lui parler. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de sa mère. Quelques sonneries, puis j'ai entendu la voix d'Élise. « Léo, tout va bien? Salut maman. Oui, tout va bien. Je suis chez papy. On peut faire une visio ?» Quelques secondes plus tard, l'écran de Léo s'illuminait du visage de ma fille. Elle était dans sa cuisine, les cheveux attachés, un tablier autour de la taille. Derrière elle, j'apercevais Hervé qui lisait son journal. « Maman, » dit Léo en mettant le haut-parleur, « tu sais que papy n'a plus de nouvelles de toi depuis ton mariage ?» Le visage d'Élise s'est figé. « Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ça fait 18 mois que tu ne l'appelles plus. 18 mois qu'il laisse des messages sans que tu rappelles. » J'ai vu ma fille regarder vers Hervé, puis revenir vers l'écran. Mais on est très pris, Hervé et moi. Et puis papa comprend, il a toujours été indépendant. Il n'aime pas qu'on le dérange. « Qu'on le dérange !» a crié Léo. « Mais maman, il dépérit. Il ressort tes vieilles lettres. Il passe ses soirées à attendre que tu appelles. » Long silence. Élise semblait réfléchir, chercher ses mots. Je croyais qu'on se reverrait vite après le mariage. Et puis le temps a passé. Léo n'en revenait pas. Tu lui as dit au revoir après la dernière danse? Nouveau silence. Plus long, plus pesant. Je croyais que... Et c'est là que j'ai compris. Ma fille n'avait pas décidé de me rayer de sa vie. Elle avait juste oublié. Oublié de me dire au revoir le soir de son mariage. Oublié de me rappeler ensuite. Oublié que j'existais, tout simplement. Comme on oublie un livre sur une étagère ou un parapluie dans une voiture. C'était peut-être encore pire qu'une rupture volontaire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai tourné et retourné la conversation de Léo avec sa mère dans ma tête. Papa comprend. Il a toujours été indépendant. Je croyais qu'on se reverrait vite. Comme si notre relation de 43 ans pouvait se résumer à ça. Comme si toutes ces années où on s'appelait tous les jours n'avaient jamais existé. Au petit matin, j'ai pris ma décision. J'allais aller la voir.
Je ne savais pas encore que cette décision allait changer nos vies à tous les deux. Le lundi matin, je me suis levé avec une détermination que je n'avais plus ressentie depuis des mois. À 78 ans, on n'a plus beaucoup de temps pour les non-dits et les malentendus. J'allais aller voir ma fille à Rennes, sans prévenir, sans téléphoner, face à face, comme on règle les vraies affaires importantes. J'ai préparé ma vieille sacoche en cuir, celle que j'emportais à l'école tous les matins pendant 42 ans. Dedans, j'ai glissé la boîte à chaussures avec toutes les lettres d'Élise. Si elle avait vraiment oublié qui j'étais, qui nous étions ensemble, peut-être que ces mots d'enfant lui rafraîchiraient la mémoire. Le car pour Rennes partait à 8h45 de la place du marché de Plouzané. J'avais largement le temps, mais vous savez, à mon âge, on préfère être en avance plutôt qu'en retard. J'ai mis mon costume du dimanche, le même que pour son mariage d'ailleurs. Si j'allais voir ma fille sur son lieu de travail, autant être présentable. En attendant le car, j'ai repensé à toutes ces fois où j'avais fait le trajet inverse. Rennes-Plouzané, avec Élise petite qui dormait sur mon épaule dans le train. On allait voir mes parents à Brest pour les vacances, ou ma sœur Yvonne à Saint-Brieuc. Élise adorait voyager. Elle collait son nez contre la vitre et me demandait « Papa, comment ils s'appellent les gens dans ce village ? Papa, pourquoi les vaches, elles sont noires et blanches ?» Moi, j'inventais des histoires pour chaque paysage qui défilait. Le voyage en car a duré 2h30. J'ai regardé défiler la campagne bretonne, les champs de colza encore verts, les petits bourgs avec leur église au centre. À côté de moi, une dame âgée tricotait en écoutant la radio. Les nouvelles parlaient des grèves dans l'éducation, des problèmes de budget. Moi qui avais passé ma carrière à me battre pour mes élèves, pour les classes surchargées, pour le matériel qui manquait, j'étais content d'être à la retraite. Mais ma fille, elle, était encore dans le système. Elle se battait encore pour ses gamins de CP, CE1. Arrivé gare routière de Rennes vers 11h15, j'ai pris le métro jusqu'à République, puis le bus 11 direction Cesson-Sévigné. L'école élémentaire des Gantelles, où travaille Élise, se trouve dans un quartier résidentiel, avec de petites maisons avec jardin et des immeubles bas. Un quartier familial, tranquille. Exactement le genre d'endroit où ma fille se sent bien. Je connaissais les horaires par cœur. École le matin de 8h30 à 11h45, pause déjeuner, puis l'après-midi de 13h45 à 16h30. Il était midi passé quand je suis arrivé devant l'école. Les enfants sortaient pour aller manger chez eux ou à la cantine. Des petits bouts de 6-7 ans avec leurs cartables trop gros qui couraient vers leurs parents. Ça me rappelait tant de souvenirs. J'ai demandé à une dame qui récupérait ses jumeaux « Excusez-moi, vous ne sauriez pas si Madame Le Gall, enfin Madame Garnier-Le Gall, si elle mange à l'école le midi ?» La dame m'a souri. « Oh, vous parlez d'Élise. Oui, elle mange toujours à la cantine avec les enfants. Vous êtes de sa famille ?» J'ai répondu « Je suis son père. » La dame a eu l'air étonnée. « Ah bon ? Elle ne nous avait jamais dit que... Enfin, elle est très discrète sur sa vie privée. Très discrète sur sa vie privée. » Donc ma fille ne parlait même plus de moi à ses collègues. Avant son mariage, elle racontait tout le temps des anecdotes sur moi. Mon père dit toujours que... Mon père m'a appris que... Maintenant, plus rien. Comme si je n'existais plus. J'ai décidé d'attendre sur le banc en face de l'école. Un banc public, sous un platane, avec vue directe sur la grille d'entrée. Exactement comme je l'attendais quand elle était en CP, il y a 43 ans. La même position, la même patience, le même amour inquiet d'un père qui guette sa fille. À 13h40, les enseignants ont commencé à arriver pour l'après-midi. J'ai reconnu Élise de loin. Sa démarche, sa façon de porter son sac en bandoulière, ses cheveux châtains qui brillaient au soleil de mars. Elle portait un jean et un pull bleu marine, des chaussures plates. Ma fille a toujours été simple, élégante, sans en faire des tonnes, comme sa mère. Elle ne m'a pas vu. Elle est entrée dans l'école en discutant avec une collègue. Moi, je suis resté sur mon banc. Maintenant que j'étais là, j'hésitais. Est-ce que j'avais le droit de débarquer comme ça dans sa vie ? Est-ce que je n'allais pas la mettre dans l'embarras devant ses collègues ?
Et si Hervé avait raison, si elle était vraiment mieux sans moi? Mais non, un père a le droit de voir sa fille. Surtout quand cette fille lui a promis, à 14 ans, dans une lettre de fête des pères, qu'elle l'appellerait tous les jours quand elle serait grande. J'ai sorti la lettre de ma sacoche et je l'ai relue pour me donner du courage. « Papa chéri, écrivait l'Élise de 14 ans, je sais que tu es le meilleur papa du monde. Depuis que maman n'est plus là, tu fais tout pour moi. Tu m'aides pour mes devoirs, tu me fais de bons petits plats, tu écoutes mes problèmes d'amourette avec Jimmy Leclerc, même si je sais que ça t'embête. Quand je serai grande, j'habiterai peut-être loin, mais je t'appellerai tous les jours pour prendre de tes nouvelles. Promis, juré, craché. Tu seras toujours mon papa d'amour. Gros bisous, ta fille qui t'aime pour l'éternité, Élise. PS. J'ai fait des crêpes pour ton goûter, elles sont dans la cuisine. Promis, juré, craché. Elle avait 15 ans, elle était sincère, elle pensait chaque mot. Qu'est-ce qui s'était passé entre cette promesse et aujourd'hui? Qu'est-ce qui avait cassé cette complicité, cette tendresse naturelle entre nous? L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai vu des parents venir récupérer leurs enfants malades. Des livreurs apportaient des colis, la vie normale d'une école un lundi après-midi. Vers 15 heures, une petite fille de 6 ans environ est sortie en pleurs, avec l'aide maternelle. Elle était tombée dans la cour. Son genou saignait un peu. Sa maman, affolée, l'a serrée contre elle. « Ma chérie, ça va aller, maman est là. » Et la petite, dans les bras de sa mère, s'est calmée instantanément. Ça m'a fendu le cœur. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais consolé Élise comme ça. Quand elle était tombée de vélo à 7 ans et qu'elle s'était écorché tout le bras. Quand elle avait pleuré en apprenant la mort de Titus, notre vieux chat, à 10 ans. Quand Jimmy Leclerc l'avait quitté pour Sandrine Morvan en 3e. À chaque fois j'étais là. À chaque fois mes bras étaient ouverts pour la consoler. Et maintenant, elle avait Hervé. Un mari qui lui disait peut-être, les parents, on les appelle moins après le mariage. À 16h20, j'ai entendu la sonnerie. 10 minutes plus tard, les enfants ont commencé à sortir. Des CP au CM2, avec leurs parents, leurs grands-parents, parfois des grands frères et sœurs. Un joyeux brouhaha de fin de journée. Des « au revoir maîtresse », des « à demain » criés par-dessus les grilles. À 16h35, j'ai vu Élise sortir avec sa collègue. Elle se dirigeait vers le parking derrière l'école. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'était maintenant ou jamais. Je me suis levé du banc et j'ai traversé la rue. « Élise !» j'ai crié. Pas trop fort pour ne pas l'effrayer, mais assez pour qu'elle m'entende. Elle s'est retournée. Quand elle m'a vu, son visage a changé d'expression 3 fois en 2 secondes. D'abord la surprise. « Papa ?» Puis l'inquiétude. Il s'est passé quelque chose? Enfin, une sorte de gêne. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa collègue, une femme d'une 50aine d'années, nous regardait avec curiosité. « Élise, c'est ton père ?» a-t-elle demandé. Ma fille a hoché la tête. « Oui, papa. Je te présente Christine, ma collègue de CE1. Christine, voici mon père, André. » Christine m'a serré la main chaleureusement. « Bonjour, monsieur André. Quel plaisir de vous rencontrer. Élise ne nous parle jamais de sa famille. » Elle l'a dit gentiment, mais j'ai vu ma fille rougir. « Si, a bafouillé Élise. Enfin, papa habite en Bretagne. On se voit moins depuis ton mariage. » J'ai complété doucement. Christine a senti le malaise. « Bon, je vous laisse en famille. À demain, Élise. Monsieur André, ravi de vous avoir rencontré. » Elle est partie vers sa voiture, nous laissant seuls tous les deux sur le trottoir. Élise m'a regardé avec un mélange d'affection et d'embarras. « Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose ?» J'ai souri tristement. « Non, ma grande, il ne s'est rien passé. C'est bien ça le problème. Il ne s'est rien passé depuis 18 mois. » Elle a baissé les yeux. « Papa, Tu n'as pas de temps pour discuter ici, j'ai coupé. Hervé t'attend sûrement. Mais est-ce que tu peux m'accorder 1 heure? Juste 1 heure? Il y a un café en face, on pourrait... » « Non, a-t-elle répondu trop vite. « Enfin si, mais... »
Hervé nous attend pour dîner à 19 h avec ses parents, et avant, il faut que je passe à la maison pour... Je l'ai interrompu en sortant la boîte à chaussures de ma sacoche. Élise, j'ai fait 2h30 de car pour venir te voir. Je ne te demande pas de changer tes plans, je ne veux pas te mettre en difficulté avec ton mari, mais j'aimerais juste que tu regardes ça. J'ai tendu la boîte. Tu te souviens? Elle a reconnu la boîte immédiatement. Son visage s'est adouci, ses yeux se sont embrumés. Papa, c'est mes vieilles lettres, tes vieilles lettres, tes dessins, tes mots doux, tout ce que tu m'as écrit entre tes 8 et 18 ans. Je les ai gardés, tu sais. Toutes. Élise a pris la boîte avec précaution, comme si c'était un objet fragile. Ses mains tremblaient légèrement. Papa, pourquoi tu... Parce que hier soir, en les relisant, j'ai retrouvé ta promesse. Tu te souviens de ta promesse? Elle a secoué la tête, l'air perdu. Tu m'avais promis de m'appeler tous les jours quand tu serais grande. Promis, juré, craché. C'est écrit noir sur blanc dans ta lettre de fête des pères de tes 14 ans. Les larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Papa, j'étais une enfant. Oui, tu étais une enfant. Une enfant qui aimait son papa et qui avait envie de le rassurer. Une enfant qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour, elle pourrait oublier cet amour-là. Élise s'est mise à pleurer doucement. Papa, je n'ai pas oublié. C'est juste que quoi, ma chérie? Que Hervé préfère que tu coupes les ponts avec ton passé, que c'est plus simple de faire comme si tu n'avais pas de famille, que ton vieux père ne fait plus partie de ta nouvelle vie? Non, a-t-elle crié en sanglotant. Non, ce n'est pas ça, c'est compliqué, papa. Elle serrait la boîte contre sa poitrine maintenant, comme quand elle était petite et qu'elle serrait son doudou pour se consoler. Les passants nous regardaient, cette femme de 49 ans qui pleurait dans les bras de son père sur un trottoir de Rennes. « Viens », j'ai dit doucement. « On va au café d'en face, tu vas m'expliquer ce qui est si compliqué. » On s'est installé au fond du café de la Poste, une petite brasserie avec des nappes à carreaux rouges et blancs. J'ai commandé 2 cafés et Élise a posé la boîte sur la table entre nous. Elle l'a ouverte lentement, comme on ouvre un coffre au trésor. La première lettre qui est apparue, c'était celle de ses 9 ans, pour la fête des pères. Un dessin avec 2 bonshommes bâtons sous un soleil qui sourit. Papa, tu es mon héros parce que tu sais tout faire, la cuisine, le ménage, les devoirs et les câlins. Maman me manque, mais avec toi je n'ai pas peur. Je t'aime jusqu'à la planète Mars. Élise. Elle l'a lu en silence, les larmes coulant librement maintenant. Puis elle a pris une autre lettre, celle de ses 11 ans. Papa. Aujourd'hui, Clémentine m'a dit que les papas qui élèvent leurs filles tout seuls, c'est bizarre. Moi, je lui ai répondu que toi, tu es le meilleur papa et la meilleure maman du monde réunis. Tu me manques jamais rien et tu me fais les plus belles nattes de la classe. Je suis fier de toi. Ta fille, pour la vie, a murmuré Élise. J'avais écrit pour la vie. J'ai posé ma main sur la sienne. Alors, ma grande, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Elle a respiré profondément, s'est essuyé les yeux avec sa manche. Papa, quand j'ai rencontré Hervé, au début, je lui parlais tout le temps de toi, de notre complicité, de nos coups de fil quotidiens. Il écoutait poliment, mais je sentais que ça l'agaçait un peu. Il était jaloux? Pas jaloux, non, mais il disait des choses comme « À ton âge, on n'appelle plus ses parents tous les jours » ou « Il faut laisser les vieux parents tranquilles, ils ont leur vie aussi ». Il trouvait notre relation excessive. J'ai senti la moutarde me monter au nez, mais je me suis contrôlé. Et toi, qu'est-ce que tu en pensais? Moi, je ne savais plus, papa. D'un côté, j'avais toi, mes habitudes, notre tendresse de toujours. De l'autre, j'avais Hervé, un homme que j'aimais, qui me proposait une nouvelle vie. Il me disait, « Élise, tu as 48 ans. Il est temps de te détacher de ton père. C'est malsain cette dépendance. » Malsain. Il avait dit malsain. Notre amour père-fille, Hervé Le Gall, le trouvait malsain. Continue, j'ai dit entre mes dents serrées. Petit à petit, j'ai commencé à espacer mes coups de fil. Au lieu de tous les jours, c'était tous les 2 jours.
puis 2 fois par semaine. Hervé approuvait. Tu vois, disait-il, ton père ne s'en porte pas plus mal. Il faut apprendre à vivre sa propre vie. Et le jour du mariage, Élise a baissé la tête honteuse. Le jour du mariage, j'étais tellement ému, tellement bouleversé par cette journée. Quand tu m'as serré dans tes bras après notre danse, j'ai failli te dire que tu allais me manquer, que j'avais peur de te décevoir avec cette nouvelle vie. Mais Hervé nous regardait de loin. Il souriait, mais c'était un sourire, un sourire qui signifiait « Bon, ça suffit maintenant les épanchements ». Alors tu n'as rien dit. Alors je n'ai rien dit. Et le lendemain, en Italie, quand j'ai pensé à t'appeler pour te raconter notre voyage, Hervé m'a dit « Élise, on est en lune de miel. C'est notre moment à nous. Tes parents peuvent attendre 1 semaine, non ? 1 semaine qui est devenue 18 mois. 1 semaine qui est devenue... Oui. Parce qu'au retour d'Italie, on s'installait dans notre nouvel appartement. Hervé avait toujours une bonne raison. On déménage, on reçoit ses parents, on a du travail en retard. Et moi, comme une imbécile, je trouvais ces raisons logiques. J'ai bu une gorgée de café. Il était amer, mais pas autant que ce que j'entendais. Et mes messages sur ton répondeur, tu les écoutais ? Bien sûr que je les écoutais, a explosé Élise. À chaque fois j'avais mal au ventre, ta voix si douce, si patiente. Ma grande, c'est papa. J'avais envie de te rappeler immédiatement. Mais Hervé disait, tu vois bien qu'il va bien. Il ne se plaint pas, il ne fait pas de chantage. C'est qu'il s'est habitué à ne plus dépendre de toi. Et quand je t'ai eu au téléphone en octobre, a soupiré ma fille. En octobre, Hervé était dans la cuisine avec moi. Quand tu as appelé et que j'ai vu ton nom s'afficher, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai regardé Hervé. Il a fait une grimace et il a désigné l'horloge. On dîne dans 10 minutes. Alors j'ai décroché, mais avec cette pression de ne pas traîner. C'est pour ça que j'ai été si expéditive. Tu ne m'as jamais rappelé. J'ai essayé plusieurs fois de composer ton numéro, mais à chaque fois, Hervé arrivait. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas encore téléphoner à ton père ? Élise, il faut que tu apprennes l'autonomie. Alors je raccrochais avant que ça sonne chez toi. Je commençais à comprendre. Ma fille n'avait pas décidé de me rayer de sa vie. Elle s'était laissée convaincre petit à petit que notre relation était anormale, que l'amour entre un père et sa fille devait avoir des limites, qu'à 49 ans, elle devait grandir et se détacher de moi. Élise, j'ai dit doucement, est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais quand on se parlait tous les jours ? Est-ce que tu étais malheureuse ? Est-ce que ça t'empêchait de vivre ? Elle a secoué la tête vigoureusement. Non, au contraire, tes coups de fil, c'était comme une vitamine quotidienne. Tu me donnais des conseils pour mes élèves, tu me racontais tes anciens épisodes d'école, tu me parlais du jardin, de tes lectures. C'était doux, c'était tendre, c'était nous. Alors pourquoi Hervé trouvait-il ça malsain ? Élise a hésité avant de répondre. Papa, Hervé a perdu sa mère très jeune comme moi, mais son père s'est remarié rapidement et disons qu'ils n'ont jamais eu de vraie complicité. Pour Hervé, les relations parents-enfants s'arrêtent quand on devient adulte. C'est sa vision des choses. Sa vision des choses, pas la tienne. Non, pas la mienne, a-t-elle murmuré. Mais quand on vit avec quelqu'un, on finit par adopter sa façon de voir, papa. Et puis j'avais peur qu'il ait raison. Peur d'être une fille trop collante, trop dépendante de son père. J'ai sorti de la boîte une lettre de ses 16 ans. Lis ça. Ah, papa adoré, je viens de passer mon permis. Merci pour toutes ces heures de conduite accompagnées dans ta vieille Peugeot. Je sais que j'ai failli nous tuer au moins 20 fois, mais tu as gardé ton calme. Maintenant que j'ai 18 ans dans 2 ans, certaines copines me disent que je devrais prendre mes distances avec toi, que c'est pas normal d'être si proche de son père. Moi je leur réponds qu'elles disent n'importe quoi. Tu n'es pas juste mon père, tu es mon meilleur ami, mon conseiller, mon héros. Et ça ne changera jamais.
Même quand j'aurai 100 ans, je t'aime plus que tout au monde, papa. Ta fille qui sera toujours ta petite Élise. » Elle a fini de lire avec la voix brisée. « Ça ne changera jamais. J'avais 16 ans et j'étais déjà sûr de moi. Tu étais sincère. Tu savais ce que tu ressentais. C'est Hervé qui t'a fait douter. » Élise a remis la lettre dans la boîte avec précaution. « Papa, qu'est-ce que je dois faire? Hervé est mon mari. Je l'aime. Mais toi, tu es mon père. Et vous me demandez de choisir. Je ne te demande pas de choisir, ma chérie. Je te demande juste de te souvenir de qui tu es, de qui nous sommes ensemble. » Elle a regardé sa montre. « Mon Dieu, il est 18 heures passées. Hervé va s'inquiéter. Et ses parents? » « Va-y, j'ai dit. Rentre chez toi. Moi, je vais reprendre le car ce soir. »« Non !» a crié Élise. « Tu ne peux pas repartir comme ça. Pas après tout ça. Qu'est-ce que tu proposes? Que je vienne dîner chez vous? Je ne pense pas qu'Hervé apprécierait la surprise. » Ma fille a réfléchi intensément, les sourcils froncés. « Papa, est-ce que tu peux rester à Rennes cette nuit? Il y a un petit hôtel près de la gare. » « Élise, je ne vais pas te compliquer la vie. Tu as déjà assez de problèmes comme ça. Non, écoute-moi. Demain matin, Hervé part très tôt pour un séminaire de directeur à Nantes. Il ne rentre que jeudi soir. Demain soir, on pourrait dîner ensemble, juste toi et moi, comme avant. » J'ai senti mon cœur se réchauffer. « Tu en es sûr? » ?»« Oui. Enfin, je crois. Papa, j'ai besoin de réfléchir à tout ça, et j'ai besoin de temps avec toi. Du vrai temps, sans pression, sans horaire. D'accord, je vais dormir à l'hôtel Ibis près de la gare. Tu as le numéro? Je vais le chercher. Papa, merci d'être venu, merci de m'avoir apporté les lettres, merci de m'avoir réveillé. On s'est levé du café. Sur le trottoir, Élise m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, comme avant. Elle sentait toujours la même chose, un mélange de savon doux et de parfum discret. L'odeur de ma fille. « À demain, papa. À demain, ma grande. » Je l'ai regardée partir vers sa voiture, la boîte sous le bras. Elle s'est retournée une fois, m'a fait un petit signe de la main, un geste d'enfant. Ma petite Élise était encore là, quelque part. Le soir, à l'hôtel, j'ai appelé Léo pour le rassurer. « Papy, alors, tu l'as vu? » ?»« Oui, mon grand, je l'ai vu. On a parlé. Et demain, on dîne ensemble. Juste elle et moi. » « Génial. Tu vois que j'avais raison. Maman t'aime toujours. » »« Oui, Léo, elle m'aime toujours. Mais c'est compliqué avec Hervé. »« Ah, papy, Hervé, c'est un bon gars, mais il comprend rien à la famille. Nous, les Garnier, on a toujours été soudés. Il va falloir qu'il s'habitue. » J'ai souri. « On verra, mon grand, on verra. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 18 mois, j'ai dormi paisiblement. Demain, j'allais retrouver ma fille. Demain, on allait peut-être réparer ce qui avait été cassé. Mais je ne savais pas encore ce qu'Élise allait me révéler le lendemain soir. Je ne savais pas qu'Hervé était allé beaucoup plus loin que je ne l'imaginais dans sa volonté de nous séparer. Je ne savais pas qu'il y avait encore pire à découvrir. Le mardi soir, à 19 heures précises, j'ai sonné chez ma fille. Elle habitait un bel immeuble rénové dans le quartier de Sainte-Thérèse, au 3e étage avec ascenseur. Quand elle a ouvert la porte, j'ai eu un choc. Élise portait la robe bleu marine qu'elle mettait toujours pour nos dîners du dimanche, avant son mariage. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules, comme quand elle était jeune fille. Et dans ses yeux, j'ai retrouvé cette lueur tendre que je n'avais plus vue depuis des années. « Bonsoir, papa », a-t-elle dit doucement. « Entre, je t'en prie. » L'appartement était moderne, impeccable, avec des meubles design et des couleurs neutres, très différent de notre petite maison bretonne, avec ses meubles en chêne et ses rideaux à fleurs. Mais sur la table du salon, j'ai aperçu la boîte à chaussures, ouverte, avec quelques-unes de mes lettres étalées à côté. « Tu as relu ?» j'ai demandé en désignant les lettres. « Toute la nuit.
a-t-elle avoué. Je n'ai pas fermé l'œil. Hervé était parti très tôt ce matin pour Nantes, alors j'ai eu toute la journée pour me souvenir. Elle m'a fait asseoir dans le canapé et m'a apporté un verre de chouchen, cette liqueur bretonne que je bois toujours en apéritif. Tu t'en souviens encore? J'ai dit ému. Papa, j'ai oublié de t'appeler pendant 18 mois, mais je n'ai pas oublié qui tu es, ni ce que tu aimes. On a dîné dans la cuisine, face à face, comme autrefois. Élise avait préparé un phare breton au pruneau. Ma pâtisserie préférée, celle qu'elle réussissait déjà à 12 ans. J'ai dû téléphoner à Madame Jeanne pour avoir la recette, a-t-elle confessé en rougissant. J'avais perdu ton carnet de recettes dans le déménagement. Tu as appelé Madame Jeanne? Oui. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Élise, ton père dépérit depuis ton mariage. Il ne le dit pas, mais on le voit. Tu devrais l'appeler plus souvent. J'ai raccroché en pleurant. Pendant le dîner, on a parlé de tout et de rien. De mes anciens élèves qui m'envoyaient encore des cartes, de ces gamins de CP qui la faisaient rire, du jardin que je retapais pour le printemps. Des conversations simples, naturelles, comme si ces 18 mois de silence n'avaient jamais existé. Ma fille riait, me posait des questions, s'inquiétait de ma santé. C'était ma vraie fille qui était revenue. Vers 21h, elle m'a resservi du vin et m'a regardé gravement. « Papa, il faut que je te raconte quelque chose que tu ne sais pas sur Hervé. » J'ai senti que le moment important arrivait. « Je t'écoute, ma chérie. » Élise a pris une profonde inspiration. « Tu te souviens de la période où j'ai commencé à t'appeler moins souvent? Vers janvier 2022? Oui. Tu m'avais dit que tu étais débordé à l'école. Ce n'était pas vrai, papa. Enfin, pas complètement. La vérité, c'est qu'Hervé avait commencé à faire des commentaires. Quel genre de commentaires? Des petites phrases, en apparence anodines. Par exemple, quand tu m'appelais et qu'on était en train de dîner, il soupirait. « Encore ton père. Il ne peut pas attendre. » Ou alors, quand je lui racontais nos conversations, il disait « André a vraiment beaucoup de temps libre pour appeler sa fille tous les jours. » J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis contrôlé. Continue. Au début, j'ai défendu nos habitudes. Je lui disais « Papa et moi, on a toujours fonctionné comme ça. C'est normal, on n'a eu que nous deux pendant tant d'années. » Mais Hervé insistait. « Élise, tu as 48 ans. Il est temps de couper le cordon. » Couper le cordon. Oui. Et petit à petit, ses remarques sont devenues plus méchantes. Il me disait des choses comme « Ton père, il s'accroche à toi parce qu'il n'a pas refait sa vie. C'est égoïste de sa part. » Ou encore « Un homme de son âge qui appelle sa fille tous les jours, c'est suspect. » Suspect. Il avait osé dire ça de notre relation père-fille. « Papa, tu es tout pâle. » Ça va, continue s'il te plaît. En mars 2022, tu as eu cette grippe, tu te souviens? Tu m'avais appelé un soir, tu toussais beaucoup, tu avais de la fièvre, j'étais inquiète, je voulais venir te voir le week-end suivant. Hervé s'est mis en colère. Tu n'es pas médecin, Élise. Et André est assez grand pour se soigner, arrête de jouer les infirmières. Je me souvenais de cette grippe. J'avais été vraiment mal, seul dans ma maison pendant 1 semaine. J'espérais secrètement qu'Élise viendrait, comme elle le faisait avant quand j'étais malade. Mais elle ne l'avait pas fait. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'avais tellement envie de venir, papa. Tellement. Mais Hervé me répétait « Il faut qu'il apprenne à se débrouiller sans toi, sinon il ne grandira jamais. Grandira jamais. Comme si tu étais un enfant capricieux. Et toi, qu'est-ce que tu pensais? Moi j'étais perdu, papa. D'un côté, j'avais mes sentiments, mon envie de prendre soin de toi. De l'autre, j'avais Hervé qui me présentait ses sentiments comme quelque chose de malsain, d'anormal. Il était si sûr de lui, si convaincu. J'ai fini par douter de moi-même. Élise s'est levée pour débarrasser nos assiettes. Ses mains tremblaient légèrement. « Papa, ce que je vais te dire maintenant, c'est le plus dur. Dis-moi tout, ma grande. » On n'a plus le temps des secrets. Elle s'est rassise et a pris mes mains dans les siennes. En septembre 2022, 3 mois avant nos fiançailles,
Hervé a fait quelque chose d'impardonnable. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il a fait? Un soir, je n'étais pas là. J'étais en formation pédagogique à Quimper. Hervé était seul chez moi. On ne vivait pas encore ensemble, mais il avait les clés. Il a écouté mes messages sur le répondeur. Il y avait un message de toi, où tu me disais que tu avais acheté des graines de radis pour le jardin et que tu pensais à nos plantations du dimanche quand j'étais petite. Un message tout simple, tout tendre. Et, quand je suis rentré, Hervé m'attendait, furieux. Il m'a dit « Élise, ça ne peut plus durer. Ton père te manipule avec ses souvenirs d'enfance. Il te culpabilise pour que tu restes sa petite fille pour toujours. C'est de la manipulation psychologique. Manipulation psychologique. Pour des graines de radis et des souvenirs tendres. J'ai essayé de me défendre, papa. J'ai dit que tu n'étais pas manipulateur, que tu m'aimais sincèrement. Mais Hervé a sorti son téléphone et... Et quoi? Il a appelé un de ses amis psychologues, devant moi. Il lui a décrit notre relation en déformant tout. Il a dit que tu m'appelais de manière obsessionnelle, que tu refusais que je grandisse, que tu avais des comportements de père possessif. Son ami lui a donné raison au téléphone. Il a dit que ces relations fusionnelles père-fille étaient effectivement problématiques. J'ai senti mes mains se crisper. Ce Hervé avait non seulement saboté notre relation, mais il avait en plus trouvé un expert pour valider ses accusations. « Papa, continue ma fille, à partir de ce jour-là, j'ai eu peur. Peur qu'Hervé ait raison. Peur d'être anormal dans ma façon de t'aimer. Peur que notre complicité soit effectivement malsaine. Alors j'ai commencé à espacer mes appels, pas par manque d'amour, mais par peur d'être une mauvaise fille. Une mauvaise fille? Mais enfin, Élise, qu'est-ce qui était malsain dans notre relation? Est-ce que je t'ai empêché de vivre? Est-ce que je t'ai interdit d'avoir des amoureux? Est-ce que je t'ai rendue malheureuse? Non, a crié Élise en pleurant. Jamais. Au contraire, tu as été le père le plus aimant, le plus respectueux, le plus encourageant du monde. Tu m'as poussé à devenir institutrice alors que tu aurais pu vouloir me garder près de toi. Tu m'as soutenu dans toutes mes relations amoureuses, même celles qui ne te plaisaient pas. Tu m'as appris l'indépendance tout en me donnant tout ton amour. Alors pourquoi tu as cru Hervé plutôt que ton propre cœur? Élise a sangloté de plus belle. Parce qu'Hervé était l'homme que j'aimais. Parce qu'il était intelligent, cultivé, respecté. Parce qu'il disait représenter la normalité. Et moi, à 48 ans, j'avais peur de ne pas être normal. J'ai pris ma fille dans mes bras et je l'ai bercée comme quand elle était petite. Ma chérie, écoute-moi bien. L'amour entre un père et sa fille, quand il est pur et sincère, ce n'est jamais malsain. Jamais. Ce qui est malsain, c'est qu'un homme essaie de couper cet amour-là par jalousie ou par incompréhension. Papa, je sais. Maintenant je sais. En relisant tes lettres cette nuit, je me suis souvenu de qui on était ensemble. Et j'ai eu honte. Honte d'avoir douté de nous. Honte d'avoir laissé Hervé salir quelque chose de si beau. On est resté longtemps enlacés, à pleurer tous les deux. Puis Élise s'est calmée et m'a regardé dans les yeux. Papa, il faut que je te dise autre chose. Quelque chose que j'ai découvert hier soir. Encore? Hier soir, après t'avoir quitté au café, je suis rentré à la maison bouleversé. Hervé m'a demandé pourquoi j'avais les yeux rouges. Je lui ai dit que j'avais croisé mon père, que ça m'avait ému. Il a eu une réaction bizarre. Bizarre comment? Il a dit « André, il est à Rennes, qu'est-ce qu'il fout là ?» Pas « Comment va ton père ?» Pas « Tu es contente de l'avoir vu ?» Non. « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Comme si tu étais un intrus. Et alors, j'ai eu un déclic. Je lui ai demandé « Hervé, tu savais que papa me laissait des messages depuis le mariage ?» Il a répondu « Oui, je sais qu'il appelle de temps en temps. » J'ai insisté « De temps en temps. » Mais Hervé, il appelle toutes les 2 semaines. Il laisse des messages.
Tu ne trouves pas ça bizarre que je ne le rappelle jamais? Et sa réaction? Il a eu l'air gêné. Il a dit, Élise, on a déjà parlé de ça. Ton père, il faut le laisser tranquille. C'est un vieil homme, il a sa vie. Mais papa, c'est exactement ce qu'il me disait depuis des mois, mot pour mot, comme une cassette qu'il répétait. J'ai commencé à comprendre où elle voulait en venir. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Continue Élise. J'ai pris mon téléphone et j'ai écouté tes messages devant lui. Tous. Depuis 18 mois. Ta voix si douce, ma grande, c'est papa. J'espère que tout va bien. Je pense à toi. Tes petites nouvelles du jardin, tes inquiétudes discrètes, ton amour patient. Et Hervé. Hervé écoutait, de plus en plus mal à l'aise. À la fin, je lui ai dit, « Tu entends ça? Tu entends de la manipulation, du chantage, de l'égoïsme ?» Il n'a pas répondu. Alors j'ai continué. « Moi, j'entends un père qui aime sa fille et qui la respecte. Un père qui ne se plaint jamais, qui ne fait aucun reproche, qui attend patiemment qu'elle se manifeste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Élise, tu dramatises. André va très bien. Il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. » Mais papa, c'est là que j'ai réalisé le mensonge. Comment Hervé pouvait-il savoir que tu allais bien? Comment pouvait-il savoir si tu avais besoin qu'on s'occupe de toi? Il ne te connaît pas. Il ne t'a vu qu'une dizaine de fois en 3 ans. Continue. Ma chérie, j'ai compris que tout ce que me disait Hervé sur toi, ce n'était pas basé sur une vraie connaissance de qui tu es. C'était basé sur ses propres préjugés, sa propre peur de la famille, sa propre incapacité à comprendre l'amour. Élise s'est levée et a fait quelques pas dans la cuisine. Papa, Hervé n'est pas méchant, mais il est, comment dire, émotionnellement limité. Il ne comprend pas qu'on puisse s'aimer fort sans être dépendant. Il ne comprend pas qu'on puisse avoir besoin de tendresse sans être faible. Il ne comprend pas que l'amour familial, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ma fille est revenue s'asseoir et m'a pris les mains. Maintenant, papa, je vais réparer ce qui peut être réparé. D'abord, je vais te demander pardon. Pardon d'avoir douté de nous. Pardon d'avoir préféré l'opinion d'un homme à la voix de mon cœur. Pardon de t'avoir fait souffrir par ma lâcheté. Élise, non, laisse-moi finir. Ensuite, je vais parler à Hervé. Je vais lui expliquer que toi et moi, on reprend nos habitudes, qu'on va s'appeler comme avant, qu'il va devoir s'y habituer, et que s'il ne peut pas l'accepter, alors on aura un problème, lui et moi, un gros problème. J'ai serré les mains de ma fille. Ma chérie, je ne veux pas être la cause de disputes dans ton couple. Papa, tu ne seras jamais la cause de quoi que ce soit. C'est l'intolérance d'Hervé qui est la cause. Et je ne laisserai plus jamais personne nous séparer. Plus jamais. À ce moment-là, le téléphone d'Élise a sonné. Elle a regardé l'écran. Hervé, il appelle de Nantes. Décroche, j'ai dit, et commence tout de suite. Élise a pris une profonde inspiration et a décroché. Bonsoir Hervé. J'entendais la voix de son mari au téléphone. Il parlait de son séminaire, de l'hôtel, des autres directeurs. Puis il a demandé « Et toi, ta journée ?»« Très bien », a répondu Élise d'une voix ferme. « J'ai dîné avec papa. » Silence au bout du fil. Puis « Avec André ?»« Mais qu'est-ce qu'il fait encore là ? Il est venu me voir hier. On avait des choses importantes à se dire. Et ce soir, on a dîné ensemble. Élise, tu ne trouves pas que... Enfin, c'est un peu excessif ? Ma fille m'a regardé et j'ai hoché la tête pour l'encourager. Non, Hervé, je ne trouve pas ça excessif. Je trouve ça normal. Papa et moi, on a perdu 18 mois à cause de malentendus. On rattrape le temps perdu. Des malentendus ? Élise, on en a déjà parlé 100 fois. Ton père, il faut quoi, Hervé ? La coupée Élise de plus en plus ferme. Il faut que je l'oublie ? Que je fasse comme s'il n'existait pas ? Que je renie 43 ans de bonheur ensemble ? Nouveau silence. Puis Hervé, avec une voix agacée. Élise, on reparle de ça à mon retour. Là, je suis fatigué. Non, on en parle maintenant.
Hervé, je veux que tu comprennes quelque chose. Papa et moi, on va reprendre nos coups de fil quotidiens, comme avant. Et tu vas devoir t'y habituer. Quotidien? Mais Élise, ce n'est pas raisonnable. À ton âge... À mon âge quoi? A explosé ma fille. À mon âge, je n'ai plus le droit d'aimer mon père. À mon âge, je dois couper les liens avec l'homme qui m'a élevé seul et qui m'a donné tout son amour. Hervé, explique-moi en quoi c'est déraisonnable d'aimer sa famille. J'entendais Hervé bafouiller au téléphone. Il n'était pas habitué à ce qu'Élise lui tienne tête. Élise, tu dramatises. André va très bien, il n'a pas besoin. Comment tu sais qu'il va très bien? L'a coupé ma fille. Quand est-ce que tu lui as parlé pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es inquiété de sa santé, de sa solitude? Jamais. Tu ne connais rien de papa. Rien. Long silence. Puis Hervé, d'une voix plus calme mais glaciale. Élise, on reprendra cette conversation jeudi soir, quand je rentrerai. Là, tu es énervé, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas énervé, Hervé. Je suis lucide. Pour la première fois depuis des mois, je suis lucide. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Hervé. Élise a raccroché et m'a regardé. Voilà, c'est fait. Le ton est donné. Comment tu te sens? Libéré, papa. Pour la première fois depuis longtemps, libéré. On a terminé la soirée en relisant ensemble quelques-unes de ces lettres d'enfance. Chaque mot nous réconciliait un peu plus avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec cet amour simple et fort que personne n'avait le droit de salir. Vers 23 heures, je me suis levé pour partir. Ma chérie, il faut que je rentre à l'hôtel. Et toi, tu travailles demain. Papa, attends. Il faut qu'on organise les choses. À partir de maintenant, comment on fait? Comment on fait pourquoi? Pour nos coups de fil, pour nos visites, pour rattraper tout ce temps perdu. J'ai souri. Ma fille était redevenue la petite fille organisée qui planifiait tout. Ma grande, on reprend comme avant. Tous les jours, 19 heures. Si tu ne peux pas décrocher, tu me rappelles quand tu peux. Et les dimanches, tu viens déjeuner à la maison. Avec Léo. Comme avant. Et si Hervé n'est pas d'accord? Hervé apprendra. Ou il n'apprendra pas. Mais toi et moi, on ne se laissera plus séparer. Élise s'est jetée dans mes bras. Papa, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je ne t'appelais plus, même quand Hervé me bourrait le crâne, je t'aimais. Tous les soirs, en me couchant, je pensais à toi. Moi aussi, ma grande. Tous les soirs, je priais pour que tu sois heureuse. Et je me disais que si tu ne m'appelais plus, c'est que tu n'avais plus besoin de moi. Que tu étais enfin complètement autonome. J'aurais toujours besoin de toi, papa. Pas par faiblesse, par amour. Il y a une différence, même si Hervé ne la comprend pas. En rentrant à l'hôtel ce soir-là, j'ai appelé Léo pour tout lui raconter. Papy, tu es un chef. Tu as réussi. Maman va mieux? Ta maman va beaucoup mieux, mon grand. On a parlé. On s'est expliqué. Tout va redevenir comme avant. Et Hervé? Hervé, on verra bien. Ta mère lui a parlé ce soir. Il va falloir qu'il accepte ou qu'il s'en aille. Il partira pas, papy. Hervé, malgré tous ses défauts, il aime maman. Et il finira par comprendre que vous deux, papa et toi et moi, on est un package. Qu'on ne peut pas avoir maman sans avoir les Garnier. J'ai ri. Tu as peut-être raison, Léo. Le mercredi matin, à 8 heures précises, mon téléphone a sonné. C'était Élise. Bonjour, papa. Bonjour, ma grande. J'ai une pause entre deux cours, alors je t'appelle. Tu as bien dormi? Très bien. Et toi? Comme un bébé. Papa, ça fait tellement de bien de t'entendre. J'avais oublié comme ta voix me rassure. On a parlé 10 minutes. De tout, de rien. De sa classe de CP qui préparait une pièce de théâtre. De mon jardin où les premières jonquilles commençaient à pointer. Des conversations banales, quotidiennes, essentielles. Papa, ce soir je ne pourrai pas t'appeler à 19 heures. J'ai une réunion avec les parents d'élèves. Mais je t'appelle vers 21 heures. Ça va? Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. Papa? Oui? Je t'aime. Moi aussi, ma grande. À ce soir.
J'ai raccroché le cœur léger. Ma fille était revenue. Ma vraie fille, avec sa tendresse spontanée, ses petites attentions, sa façon de dire « je t'aime » comme on respire. Le mercredi soir, elle m'a rappelé comme promis. On a parlé 1 heure au téléphone, à rattraper tout ce qu'on s'était dit pendant 18 mois. Ses élèves, mon potager, les projets pour l'été, Léo qui commençait son stage à l'hôpital. Papa, dimanche, je viens déjeuner à la maison, avec Léo, comme avant. Et Hervé? Hervé rentre demain soir. Je verrai s'il veut venir, mais moi, j'y serai, avec ou sans lui. Le jeudi soir, Hervé est rentré de Nantes. Élise m'a tout raconté le lendemain. Papa, on a eu une longue discussion, une vraie discussion cette fois. Je lui ai expliqué que toi et moi, c'était non négociable. Que notre relation père-fille n'était pas à géométrie variable selon ses humeurs. Comment il a pris ça? Plutôt mal au début. Il a ressorti tous ses arguments, ton âge, ma pseudo-dépendance, l'avis de son ami psychologue. Mais cette fois, j'étais préparé. Je lui ai dit, Hervé, si tu ne peux pas accepter que j'aime mon père et que je prenne de ses nouvelles tous les jours, alors c'est toi qui as un problème, pas moi. Et alors on a parlé toute la nuit, et j'ai compris quelque chose d'important. Hervé n'est pas méchant, papa. Il est juste blessé. Son père à lui était un homme froid, distant. Ils ne se sont jamais dit « je t'aime ». Hervé ne connaît pas les relations familiales tendres. Il pense que c'est anormal parce qu'il n'a jamais eu ça. Donc il va apprendre. Il va apprendre que l'amour familial, ça existe, et que c'est beau. Je lui ai dit « Tu veux m'épouser ? Alors tu épouses aussi ma famille. Tu épouses mes habitudes avec papa, mes coups de fil quotidiens, nos déjeuners dominicaux. Si tu ne peux pas faire ça, alors on n'est pas fait pour être ensemble. » Il a accepté. Il a réfléchi toute la nuit. Ce matin, il m'a dit « Élise, je ne comprends pas votre relation, ton père et toi. Mais je vois que ça te rend heureuse. Et si ça te rend heureuse, alors j'apprendrai à vivre avec. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup, papa. » Et dimanche, il vient déjeuner avec nous. Il a dit qu'il voulait faire un effort pour comprendre. Le dimanche suivant, à midi précis, j'ai vu arriver ma fille avec Léo et Hervé. Élise portait un bouquet de jonquilles du jardin de sa belle-mère. Léo avait apporté une bouteille de vin. Et Hervé avait l'air tendu, mais il était là. « Bonjour André », m'a-t-il dit en me serrant la main. « Merci de nous recevoir. »« Bonjour Hervé, soyez le bienvenu chez moi. » Le déjeuner s'est passé mieux que je ne l'espérais. Hervé a fait des efforts, c'était visible. Il a posé des questions sur ma carrière d'instituteur, sur l'histoire de la maison, sur mes projets de retraite. Il observait Élise et moi, notre façon naturelle de nous parler, de nous taquiner, de nous inquiéter l'un pour l'autre. Vers 15 heures, pendant qu'Élise et Léo faisaient la vaisselle, Hervé m'a demandé à me parler en privé. On s'est installé sur le banc du jardin, sous le vieux pommier. « André, a-t-il commencé, je vous dois des excuses. J'ai été surpris. » « Des excuses ? Oui. J'ai mal jugé votre relation avec Élise. Je pensais sincèrement que c'était excessif. Mais en vous observant aujourd'hui, je vois que c'est juste de l'amour. Hervé, c'est normal que vous ne compreniez pas au début. Vous et moi, on vient de 2 mondes différents. C'est vrai. Mon père et moi, on ne s'est jamais dit grand-chose. Quand je vois Élise vous parler de ses élèves avec cette passion, quand je vous vois vous inquiéter de savoir si elle mange bien, ça me paraissait infantilisant. Et maintenant, je vois que ça la rend heureuse. Et moi, j'aime Élise. Je veux qu'elle soit heureuse, même si ça passe par des choses que je ne comprends pas complètement. On est resté silencieux quelques minutes à regarder Élise et Léo qui riaient dans la cuisine. Puis Hervé a repris « André, je ne serai jamais comme vous. Je ne saurais jamais dire « je t'aime » tous les jours, mais est-ce que vous pourriez m'apprendre? Vous apprendre quoi? À être plus tendre, plus attentionné. Élise me dit souvent qu'elle aimerait que je sois plus comme vous.
J'ai regardé cet homme de 52 ans qui demandait à apprendre l'amour. Hervé, l'amour, ça ne s'apprend pas. Ça se donne, tout simplement. Comment ça se donne? En posant des questions, en s'inquiétant vraiment des réponses, en appelant pour prendre des nouvelles, en disant « je pense à toi » quand on pense à quelqu'un, en faisant de la place dans son cœur. Hervé a hoché la tête. « Je peux essayer. » Bien sûr que vous pouvez, et ma fille vous aidera. Elle a un grand cœur, vous savez. Ce soir-là, quand ils sont repartis tous les trois, Élise m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Merci, papa. »« Merci de quoi? »« Merci d'être venu me chercher. Merci de m'avoir rappelé qui on était. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. Ma chérie, un père ne renonce jamais à sa fille. Jamais. Cela fait maintenant 6 mois que tout a repris son cours normal. Élise m'appelle tous les soirs à 19h17 précise, l'heure exacte où elle rentrait de l'école quand elle était petite. On parle de tout, de ses élèves, de mon jardin, des saisons qui passent, de Léo qui réussit brillamment ses études. Hervé s'habitue. Il fait des progrès. Il me dit bonjour quand il décroche le téléphone en même temps qu'Élise. Il pose des questions sur ma santé. Dimanche dernier, il m'a même apporté des plants de tomates pour le potager. « André ?» a-t-il dit. « Élise m'a expliqué que vous aimez jardiner. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. » Léo a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle « Les Garniers Plus ». Le plus, c'est pour Hervé qui fait maintenant partie de la famille. Tous les jours, on échange des photos, des messages, des petits bonsoirs avant de dormir. La boîte à chaussures avec les lettres d'Élise, je l'ai rangée dans l'armoire. Je n'en ai plus besoin. Les mots sont revenus vivre dans la voix de ma fille. Et chaque soir, à 19h17, quand le téléphone sonne et que j'entends « Bonsoir papa », je me dis que l'amour finit toujours par gagner. Quelquefois, il faut juste avoir le courage d'aller le chercher là où il s'est perdu. Et vous ? Avez-vous déjà laissé quelqu'un vous convaincre que votre amour pour votre famille était excessif? Avez-vous déjà renoncé à appeler quelqu'un que vous aimiez parce qu'on vous disait que c'était trop? Moi, à 78 ans, j'ai appris qu'il n'y a jamais trop d'amour. Il y a juste des gens qui ne savent pas le reconnaître quand ils le voient. Dites-moi dans les commentaires, vous appelez vos parents, vos enfants? Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous en empêche? Aujourd'hui, je dors en paix. Ma fille m'appelle tous les soirs. Mon petit-fils vient tous les week-ends. Et même Hervé commence à comprendre que la tendresse, ce n'est pas une faiblesse. C'est la plus belle force du monde.